Quelles sont les différentes étapes d'un projet de restructuration? C'est la thématique de cette première vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, Layesh El Amrani, expert comptable spécialisé notamment dans l'accompagnement des professions réglementées du droit, accompagnant notamment pour les restructurations des études d'huissier de justice, de notaire, d'avocat et de commissaire-priseur. Une fois que vous avez la vision, que vous avez la stratégie, il faut effectivement, évidemment, j'allais dire, trouver les hommes et les femmes qui partagent cette vision pour pouvoir définir un certain nombre d'objectifs en commun. Une fois que ces objectifs sont définis, il convient évidemment de trouver la meilleure organisation possible. C'est là que nous intervenons. L'environnement économique, nous en parlions, a été modifié de manière très importante. L'activité monopolistique qui se restreint par son prix et par sa matière. L'activité hors monopole qui, pour le coup, prend la tendance inverse, qu'elle se développe avec des activités accessoires qui sont de plus en plus prisées. Également, la manière de travailler ensemble, d'exercer ensemble. Avant, c'était en SCP ou en SEL. Je me mets avec 1, 2 ou 3 associés. Aujourd'hui, les possibilités sont multiples par des structures multi-office ou par des sociétés holding qui prennent des participations dans 5, 6, 7 sociétés de droit commun. Ensemble, évidemment, on va beaucoup plus loin. Seul, on va plus vite. Vous connaissez l'adage, quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas à la fois être sur le terrain, être au bureau et essayer de définir une stratégie, avoir une vision pour l'avenir et en même temps mettre tout cela en musique. C'est compliqué, alors que quand on est plusieurs, on se partage. Une fois que vous avez vos objectifs et que vous avez votre confirmation sur la volonté de vous restructurer, évidemment, c'est là que nous intervenons et c'est là que je peux être efficace avec évidemment la première étape qui est l'écoute, l'objectif. Mon objectif lors d'un premier rendez-vous, c'est de voir ce que vous souhaitez mettre en place. On ne parle pas structure juridique, on ne parle pas telle ou telle forme sociétale. Avant d'aborder toutes ces thématiques-là, l'objectif c'est qu'est-ce que vous voulez faire et surtout pourquoi vous voulez le faire. Et une fois qu'on comprend ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire et quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui est négociable et pas négociable, nous définissons ensemble un certain nombre de possibilités juridiques après avoir abordé les grandes différences entre une CELARL et une CELAS, entre une SCP et une société de droit commun. Une fois que nous avons déterminé toutes ces grandes différences, tous ces impacts fiscaux et sociaux, notamment sur le statut social du dirigeant, nous pouvons arrêter une ou plusieurs possibilités juridiques qu'il convient d'étudier pour trancher entre telle ou telle possibilité. C'est là qu'arrive la deuxième étape qui est l'étude de faisabilité économique et financière. L'étude de faisabilité économique et financière est une étape fondamentale qui vous permet de confirmer tout ce que vous avez pu mettre en place jusque-là, tout ce que vous avez pu réunir comme objectif et comme volonté d'aller de l'avant. L'étude de faisabilité va d'abord et avant tout valoriser vos actifs qui sont soit à apporter, soit à céder à une nouvelle forme sociétale. Combien pour le droit de présentation? Aujourd'hui, il y a liberté de fixation du prix. Alors, il y a les anciens critères chancellerie, mais aujourd'hui, on peut tenir compte des spécificités de chacune des études. Il y a quelque temps, les critères étaient plutôt imposés et ces critères, en règle générale, tiraient plutôt vers le bas le prix des études. Aujourd'hui, les critères sont libres. Il convient d'estimer au plus juste pour ne léser ni le cédant ni le cessionnaire. Les créances acquises également, les créances clients doivent être cédées puisque en règle générale, on passe d'une société qui était en compta de trésorerie à une société qui est en compta d'engagement. Donc ces créances doivent être cédées. Il s'agit de les valoriser à leur juste valeur. C'est pas chose évidente à faire, notamment d'une étude à l'autre. On peut avoir 3 mois de créances acquises, parfois on peut avoir 1 an de créances acquises. Évidemment, les critères sont pas les mêmes. Une fois que l'on a défini l'ensemble des actifs et notamment de leur valeur, il s'agit de dresser le tableau de financement pour déterminer le total des sommes à réunir pour pouvoir mettre en place ce projet. En règle générale, le total est financé essentiellement par un emprunt, le solde étant financé par le capital ou parfois des apports en compte courant. Une fois que nous avons le total à financer et que nous avons notamment le total à financer par emprunt, il s'agit de faire des comptes prévisionnels de la CELARL pour démontrer que celle-ci sera en capacité de faire face à l'ensemble de ses charges salariales, ses charges externes, faire face également à son emprunt qui est en général très important et enfin être en capacité d'attribuer à son ou ses associés une rémunération raisonnable. L'objectif de ces comptes prévisionnels, c'est de dire voilà, une fois que l'on a fait face à ses charges, à son emprunt et à la rémunération de ses associés, il reste encore tel niveau de fonds de roulement pour permettre la continuité de l'activité.
c'est une chose très importante. Et une fois que cela est établi, l'étude de faisabilité démontre la faisabilité économique et financière de votre projet. Une fois qu'on en arrive là, cette situation finit de convaincre nos clients et une fois qu'ils sont convaincus, eh bien, ils vont utiliser le rapport d'une vingtaine de pages pour aller trouver leur financement. Une fois que le projet est validé d'un point de vue économique et financier, il s'agit de passer à la troisième étape qui est la rédaction de la documentation juridique. L'objectif de celle-ci, évidemment, est de mettre par écrit l'ensemble des accords qui ont été trouvés d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue direction, gouvernance et d'un point de vue évolution future, comment on accueillera un nouvel associé, comment l'un d'entre nous pourra sortir s'il devait sortir, est-ce que l'on peut permettre la sortie d'un associé au bout d'un an, 2 ans. Bref, l'ensemble de ces dispositions doivent être traduites par écrit. Le traité de cession ne doit omettre évidemment aucun détail, notamment je pense à une clause de non-concurrence si jamais il y a un cédant qui se retire, au procédé pour arrêter les comptes au moment de la passation entre l'ancienne et la nouvelle structure. Les critères de valorisation des créances doivent être fixés par écrit pour que le jour de l'arrêté de nomination, nous puissions savoir exactement la valeur de ces créances-là, en tout cas celle qui sera retenue. D'autres documents peuvent également contenir un certain nombre de vos accords, je pense au pacte d'associés, au règlement intérieur. Bref, tous ces documents-là sont rédigés par nos soins. Nous mobilisons notre équipe de juristes qui, évidemment, communiquera au jour le jour avec vous pour permettre de traduire tout cela par écrit et faire en sorte que le dossier chancellerie puisse être déposé dans les meilleurs délais. Voilà pour l'ensemble des étapes qui structurent un projet de réorganisation de sa forme d'exercice ou de rapprochement avec d'autres sociétés. Nous verrons dans les prochaines vidéos les grandes différences qui peuvent exister entre les différentes formes sociétales, les impacts sociaux, fiscaux, d'un point de vue économique, comment se calcule une plus-value, comment se valorise un droit de présentation. Bref, nous avons encore une multitude de sujets à voir ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos commentaires, soit en dessous de cette vidéo ou soit en message privé. Je vous remercie pour votre suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.